C'est la télé désenchantée. Salut mes chers amis, bienvenue sur la télé désenchantée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai la chance en tout cas de rencontrer Carl Pineau, qui est l'auteur de l'Arménien, les mines nantaises. Donc voilà, donc je vais avoir la possibilité de lui poser plein de questions sur ce que c'est qu'effectivement un auteur, sur comment on fait un livre, sur les techniques, etc. etc. Donc voilà, sans plus attendre, je vais alors rencontrer Carl, voilà, rien que pour vous. Et bien tout de suite. Je suis très content, Carl. Moi aussi. Merci de me recevoir chez Merci toi, à toi. à Pornic, parce qu'on va parler de ton bouquin, Ouais. évidemment. Bouquin que j'ai adoré. Ah, super. Merci. Vraiment, et je te le dis, parce que alors j'ai plein de questions à te poser, comme les gens qui vont découvrir ton livre, eux n'auront pas la chance de te poser toutes ces questions. Ok. Mais c'est là où moi j'ai beaucoup de chance, en tout cas, un, d'avoir rencontré, et puis deux, d'avoir eu ce livre en main. Et je me dis que là, il y a plein de gens qui aimeraient être dans cette situation parce que de comprendre l'articulation du livre, comment est-ce qu'il a été fait, les personnages, d'où ça vient, etc., etc. Et puis se dire qu'on n'écrit pas un livre du jour au lendemain. C'est sûr. Il y a tout un travail, un vrai travail derrière. On ne le fait pas comme ça prend du temps, il y a l'inspiration et tout ça. Donc j'ai beaucoup de chance, en tout cas. Merci à toi, je suis super content. Je suis content que tu aies apprécié le livre, évidemment. Ouais, alors, on va rappeler le titre Content du de livre, te rencontrer. évidemment, c'est l'Arménien, tu peux le montrer, évidemment. C'est l'Arménien Nuit nantaise. Voilà. Voilà. Donc, qui s'inscrira dans une trilogie des Nuits nantaises, trois romans à trois périodes différentes de la ville de Nantes et qui auront bien sûr des histoires entières avec un début et une fin qu'on pourra lire de façon indépendante, mais qui auront ce point commun de se passer toujours dans le milieu de la nuit nantaise et qui balayeront la ville de Nantes, alors celui-ci des années 80 à 89. Okay. Le deuxième se passera dans les années 90, il est déjà écrit, et puis on en aura un troisième qui se déroulera dans les années 2000, et comme ça on aura une perspective de la vie sociétale de Sur Nantes. 20 ans, quoi. Ouais, même sur 30 ans, sur 30, Okay. 35 ans, D'accord. mais toujours à travers des histoires indépendantes et des énigmes, puisqu'il s'agit quand même de thrillers avec des enquêtes, mais toujours avec un point de vue, mais on en reparlera, avec un point de vue innovant, qui ne soit pas ni le narrateur, ni le jeu de l'inspecteur qui mène son enquête. Eh oui, eh oui. Alors, le livre, tu l'as... on va démarrer, si tu veux, par là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as eu envie d'écrire? Alors, en fait, j'ai toujours eu envie d'écrire. C'est quelque chose qui a toujours été en moi. Vers l'âge de 9, 10, 11 et 12 ans, j'écrivais déjà des poésies que je lisais à mes proches. Et puis j'avais dans l'idée qu'un jour, j'écrirais des romans. Il se trouve que ça, évidemment, après l'adolescence et puis la première partie de ma vie consacrée essentiellement au travail, je l'ai mis de côté. Mais c'est toujours resté au fond de moi comme une petite voix, comme un rêve, avec cette conscience qu'un jour j'y retournerai, et puis que je réaliserai ce rêve, d'écrire un roman, ou moins. Il a fallu le temps, puisque je m'y suis remis à l'âge de 40 ans. Pour autant, j'ai pas de regrets, parce que c'est aussi ce que j'ai vécu pendant ces 20-30 premières années de ma vie qui m'a permis d'enrichir et de construire des histoires que j'aurais pas été capable de construire, ni d'inventer, ni de mettre en scène avec un parcours plus classique, même avec un parcours littéraire, alors que là, je pense que c'est tous ces rebondissements d'existence, toutes ces différentes expériences, toutes ces rencontres surtout, qui font que j'ai réussi à bâtir, entre autres celui-ci, mais aussi les autres romans sur lesquels je travaille et qui paraîtront dans les mois et les années qui viennent. Alors, un livre, c'est, comme tu le dis, c'est toutes ces rencontres qui t'ont permis d'avoir suffisamment de matière pour créer l'histoire. Mais c'est aussi de la technique. Oui, beaucoup de technique finalement. Beaucoup de technique et de travail. Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a une chose est sûre, c'est que avant de le faire, je ne pouvais pas réaliser à quel point c'était du travail, de l'abnégation, de la constance et l'effort à produire pour rédiger un livre. On a souvent tendance à croire, surtout en France, que l'inspiration et le talent, ça tombe comme ça, là, et puis il y en a certains qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. Moi, je ne sais pas si j'ai du talent, mais ce qui est sûr, c'est que pour écrire ce livre-là, c'est des mois et des mois de travail. Alors, pour en dire plus, lorsque je suis arrivé au Québec, puisque à l'âge de 40 ans, justement, pour prendre de la distance de la France, pour changer notre vie qui était sur des rails super, mais on avait envie de découvrir le monde et puis que nos enfants aillent se mêler à une autre culture, eh bien on a déménagé donc en 2009 au Canada. Et là, j'ai repris des études en création littéraire à l'université de Laval à Québec. Et c'est là que j'ai commencé la rédaction de l'Arménien. Ce livre, on devait faire... Dans le cadre d'une des sessions, on devait faire 2000 mots par semaine avec un des professeurs, un écrivain connu qui éditait chez Actes Sud à cette époque. Et moi, une fois que j'ai choisi l'idée du livre et l'angle de vue assez particulier de la rédaction de ce roman, j'écrivais 2000 mots par jour. Ce qui fait que le premier jet du roman, je l'ai écrit en 3 mois. Je l'ai soumis bien sûr à mon professeur qui a eu la gentillesse de bien vouloir le lire en entier et qui m'a dit là, vous tenez un truc sympa, ça doit marcher. Maintenant, il faut qu'un de vos personnages, qui est un narrateur un petit peu avec un ton et une personnalité un peu voyou, devienne plus voyou. Il faut que votre psy devienne plus psy, plus analytique. Et il faut que vous créiez des rebondissements de façon à ce qu'à un moment, votre lecteur ne lâche pas le roman. Je me suis dit, ça ne va pas être trop compliqué, ça va se faire assez vite. Et en fait, ça, c'était en 2010. Il est sorti en 2016. Depuis 2010, j'ai passé 2 ou 3 mois par an sur ce travail, à reprendre les textes, retravailler la gouaille, le voyou, le personnage, son vocabulaire. J'ai même acheté un dictionnaire des flics et des voyous parisiens, de façon à ce que son langage se devienne de plus en plus proche du profil du personnage et se distancie du personnage de la psy. Et puis aussi à créer des rebondissements qui font qu'à un certain moment, lorsqu'on arrive à la crête du roman, après, on ne lâche plus le livre, parce qu'on va de rebondissement en rebondissement. Et ça, c'est tout un travail aussi, parce qu'à chaque fois qu'on touche un fil de la fin, eh bien, il faut remonter tout l'ouvrage pour voir si ça correspond au profil, si on n'a pas livré des indices contradictoires, si on n'a pas livré trop d'indices. Et c'est vraiment tout un travail. Et ça se fait par épisode, parce que c'est des épisodes où on retravaille le texte, on le laisse dormir, on travaille sur un autre texte, on prépare un autre premier jet de roman, et puis après on y revient avec un regard neuf, on rebalaye l'écrit, et puis on le fait évoluer à nouveau, et puis on le relaisse dormir, et puis on recommence comme ça par tranche, jusqu'à aboutir à quelque chose qui est toujours perfectible, parce qu'un roman ça pourrait toujours être peaufiné, amélioré encore, celui-ci comme les autres. Néanmoins, où on se dit, voilà, c'est prêt, remettre du travail dessus, c'est de l'énergie mal utilisée parce que ce que je vais pouvoir y amener de plus ne vaut pas le coup par rapport au temps que je vais pouvoir consacrer à écrire des nouveaux bouquins, où je vais aussi progresser, c'est-à-dire des bouquins où aussi, plus on travaille sur des nouveaux textes, plus aussi on progresse dans le maniement de la langue, dans la fluidité, dans l'étendue du vocabulaire, donc, et dans l'imagination de récits. Donc là, on se dit, voilà, maintenant il faut savoir tourner la page et se dire, maintenant, le livre, je l'arrête, et puis je livre au lecteur, et à ce moment-là... Je me lâche, quoi. Je me lâche. J'ose dire, voilà, je vous donne mon travail, sachez que c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et maintenant, j'y peux plus rien, il ne m'appartient plus. Il va appartenir au lecteur, et puis ce que je vais attendre, c'est le retour, avec impatience, un peu d'angoisse, pour savoir comment il est reçu. Et c'est à peu près le parcours de ce livre, un parcours quand même qu'on mesure là maintenant de 2010, la création du premier jet, jusqu'en 2016, où j'ai dit, bon voilà, maintenant je l'arrête, et puis je vais commencer à essayer de trouver quelqu'un qui dise, ok, on va le transmettre au lecteur. C'est la phase dans laquelle je suis. Ce qui est
En fait, ce qu'on n'imagine pas, du coup, ce que tu expliques, c'est que on pense que c'est le fait d'écrire l'histoire et d'avoir toute l'histoire finalement en main qui prend le plus de temps. Mais finalement, cette histoire, tu mets 3 mois du coup à l'écrire, en faisant effectivement ces 2000 mots par jour, et qui a ces 6 années, qui sont des 6 années de détails. C'est ça. Le plus de détails possible entre effectivement le choix des mots, le verbial, etc. etc. Et parce que l'intrigue, elle est là, elle existe dans tes 3 mois, quoi. L'histoire, elle est... L'intrigue est là. En fait, ce roman, l'intrigue de départ, je vais le raconter rapidement, c'est l'histoire de la découverte d'un corps en 1989, enterré en périphérie de Nantes, un corps plusieurs balles dans la peau, partiellement calciné. Ça, je pars d'un fait divers plus ou moins réel qui s'est passé, et donc que j'avais toujours gardé en mémoire, et je pars de cet article de presse. Ensuite, je me suis dit, voilà, d'habitude, le il vous raconte l'histoire, c'est un il omniscient qui vous dit il s'est passé ci, il s'est passé ça, et puis on déroule l'enquête comme ça. Ou alors du jeune enquêteur qui va dire, ben moi, je vais vous raconter mon enquête, et puis c'est l'inspecteur avec sa personnalité, parfois des personnalités fortes, croustillantes, des gens qui sont plus ou moins alcooliques, qui ont des fractures de vie, et puis ils vous racontent leur enquête, j'ai interrogé tel personnage, j'ai interrogé tel truc, et petit à petit je me suis forgé une idée jusqu'à découvrir qui est l'assassin de cette personne. Moi je voulais trouver un angle de vue pour le lecteur qui soit innovant. J'ai donc imaginé 2 personnages dont il fallait qu'elles soient le plus écartées possible, 2 voix au jeu, donc très écartées également, et j'ai inventé le personnage du coiffeur voyou avec une voix particulière, Bertrand, meilleur ami de la victime, et qui découvre dans le journal qu'on a découvert le corps de son ami. Lui prend la parole, et c'est à ce moment-là, il est dans son salon de coiffure, et il prend la parole. Et il commence à se souvenir de la façon dont il a rencontré ce jeune. Tout de suite après, eh bien, c'est sa psychiatre qu'il suivait depuis 20 ans, donc cette fois-ci personnage féminin, donc un narrateur complètement différent, bourgeoise nantaise, beaucoup plus analytique, et elle entend à la radio qu'on a découvert le corps de ce jeune qu'elle suit depuis 20 ans, parce que si on l'appelle l'Arménien, c'est qu'il est arrivé à l'âge, en France, adopté par sa tante à l'âge de 6 ans, parce qu'on l'avait découvert en Arménie, près du cadavre de ses parents. Donc, choc important, choc humain important, choc culturel, parce qu'il faut qu'il s'intègre en France, et donc nécessité d'être suivi par une psy, et c'est cette psy qui sera le deuxième narrateur pendant tout le livre, et les 2 narrateurs vont s'alterner comme ça, et petit à petit, on va découvrir quelle a été la vie, quelle a été la personnalité de cet Arménien, et puis bien sûr, à rebondissement, lever le voile sur les circonstances de sa mort. Une fois qu'on a eu cette idée, là, il y a 2 solutions. Il y a les gens qui partent de leur profil et puis qui écrivent le scénario de leur bouquin. Et il est très précis, et chaque partie est scénarisée, et chaque jour, ils vont écrire la partie scénarisée de leur ouvrage. Ça, c'est une école d'écriture. Celle que j'ai adoptée, qui était celle qui était plus ou moins conseillée par nos profs en littérature, elle est plus ouverte. Elle est de dire, voilà, l'important c'est mes personnages, surtout quand je suis une voix au jeu. Et maintenant, je ne vais pas les brider dans un plan que j'aurais moi préétabli, mais au contraire, je vais essayer de les faire vivre. Et je sais à peu près où je vais aller, je connais à peu près mon intrigue, je connais à peu près la fin, mais le matin, quand je me mets à la table d'écriture, je relis les 15 lignes précédentes de la personne qui va parler, et je dois faire 2000 mots. Maintenant, elle va vivre et elle va dire ce qu'elle aura envie de dire. Au-delà de ce que moi je voudrais qu'elle dise, au-delà de ce que moi je voudrais qu'elle vive, au-delà de ce que moi je me dis, non mais ça c'est de bon ton ou pas, de le faire vivre. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit ce roman, en tout cas le premier jet, c'est ça, je me mets à la place de mon personnage, je vis cette schizophrénie un peu contrôlée, où pendant toute une matinée, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, ça prend parfois pour écrire 2000 mots, je suis Bertrand, le personnage un peu voyou, avec cette personnalité atypique, personnage le gouaille extraordinaire. Gouaille un peu que parfois les gens finissent par adorer, détester, parce que c'est vraiment un tempérament particulier. Et il vit ce qu'il a à vivre. Et puis après,
je suis la psy, et là, je suis la psy un peu rebelle, et là encore, j'apporte mon éclairage de psy sur l'arménien, et puis je raconte qu'est-ce qui s'est passé avec lui quand je le recevais, et qu'est-ce que je sais de lui. Donc ça, c'est vraiment le premier, la façon dont moi j'écris. Une fois que ça c'est fini, oui, effectivement, le travail, il est Je d'affiner vais les faire voix. une parenthèse par rapport à ça, mais on a vraiment l'impression, parce que même si on y met toujours une partie de soi, c'est qu'il y a vraiment, parce qu'il y a vraiment des personnages qui sont extrêmement différents, tu le dis bien, et le personnage ne t'appartient plus, quoi. Les personnages ne t'appartiennent plus. C'est ça, les personnages ne doivent pas m'appartenir, Ouais. je ne dois pas essayer de les contrôler, au contraire, je dois essayer de les lâcher, c'est ce que disait notre prof, lâchez vos personnages là, n'ayez pas honte de ce qu'ils veulent faire. Ils ne sont pas vous, ils font partie de l'imagination, et c'est ça justement qui est magique dans l'écriture, et c'est ça je pense qui fait qu'on retourne vers l'écriture, c'est qu'à un moment, les choses un peu comme en méditation, voyons, les choses nous échappent. Ouais. Et que ce qui se passe est ce qui doit se passer au-delà même de notre volonté. Et c'est pour ça que j'aime bien écrire de cette façon-là, parce qu'elle sort du carcan. Elle sort du carcan de nos vies, elle sort du carcan faut se focaliser sur l'instant de la création. Un peu comme en poésie, où quand tout d'un coup on fait en écriture automatique les premiers jets poétiques, et ben, tout d'un coup on regarde ce qu'on a écrit comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit. Et là c'est un peu pareil, c'est les personnages ont vécu ce qu'ils avaient à vivre. Alors évidemment, ils sortent de moi, ils sont issus de mon imagination, donc on pourrait extrapoler tout ce qu'on veut, mais ils ne m'appartiennent pas. À un moment, ils ne m'appartiennent plus. Alors, tu le dis, ils peuvent sortir de toi, mais on oublie aussi derrière, c'est ce qu'on disait avant, le travail Voilà, de recherche. Le travail arrive après. Le travail de recherche au niveau, mais pour imaginer cette gouaille de Bertrand, il fallait effectivement que tu ailles faire des recherches sur le vocabulaire, etc., parce que c'est pas un vocabulaire qui est C'est pas mon c'est vocabulaire. pas ton vocabulaire. Pour trouver la gouaille de Bertrand, c'est deux façons. D'abord, j'ai connu un peu les Nantaise, donc j'ai accroché cette histoire à des environnements, à des ambiances surtout de discothèques, à l'époque où les gens fumaient encore dans les discothèques. Donc j'ai accroché ça à une période que j'ai connue, même si bien sûr c'est un roman et tout est inventé, les personnages sont inventés, mais les ambiances existaient. Donc j'ai aussi entendu un peu cette gouaille de l'époque, j'ai croisé des gens qui étaient plus ou moins dans le milieu nantais, même si le mot est peut-être un peu excessif, mais donc cette gouaille je la connaissais un petit peu. Et puis après je l'ai affiné par des recherches, l'achat d'un dictionnaire des flics et des voyous, lire des livres de cette époque, lire des livres policiers, et puis noter du vocabulaire. Et tout ça fait qu'après, quand on reprend le livre, on a quand même ce vocabulaire et on reconstruit le langage du voyou pour vraiment lui peaufiner sa personnalité. Idem pour le langage de la psy. Bon, j'ai quand même beaucoup lu de psychologie, moi, parce que ça m'intéresse, de développement personnel, parce qu'à titre personnel, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc j'avais déjà un peu cette faculté à pouvoir écrire et à pouvoir à employer des mots qui sont des mots propres à la psychologie. Néanmoins, c'est aussi beaucoup de travail, c'est aussi beaucoup de recherche, et puis c'est des échanges avec des gens qui sont plus pointus que moi dans la profession. Le roman a été relu par un de mes amis au Québec, qui est psy à l'université de Québec, et lui m'a dit, à ce moment-là, non, elle ne peut pas tout à fait dire ça. Au début, j'étais parti sur une psychothérapeute. Et il m'a dit, une psychothérapeute, un suivi sur 20 ans, il vaut mieux qu'elle soit psychiatre. Et à ce moment-là, si elle est psychiatre, ok, elle va être psychiatre ouverte à des thérapies alternatives, type, à un moment, elle le met en état d'hypnose, donc elle va être ouverte à ça. Donc elle est déjà un peu en dehors de la psychiatrie traditionnelle. Donc c'est ce qui aussi peaufine le personnage qui le dit. Je suis psychiatre, mais j'étais considéré par mes collègues comme quelqu'un d'un peu à part parce que j'utilisais des thérapies alternatives. Donc voilà comment on peaufine le personnage et les voix de façon à d'abord à ce qu'ils s'éloignent l'un d'autre et puis à ce que la crédibilité de ce qu'ils sont se tienne du début à la fin. Quant au rebondissement, là c'est de l'imagination. Et après, les rebondissements, pour pas que le lecteur lâche le livre, c'est aussi beaucoup de travail pour relier des fils, perdre le lecteur dans de potentiels assassins. Et là, c'était vraiment une volonté de ma part que, d'une certaine manière, tous les protagonistes de l'ouvrage aient potentiellement la possibilité d'avoir été l'assassin.
Parce que c'est ça, parce que tu es assez malin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu nous mets sur des pistes, mais on n'a aucune certitude. C'est le but. Le but, c'est vraiment que tous les protagonistes, à un moment, aient pu avoir une raison Ouais. de tuer l'Arménien. Ça m'a donné un jeu entre la psychiatre et l'inspecteur qui est rigolo, parce qu'ils peuvent se soupçonner à un moment déterminé l'un l'autre, et pourtant ils se mettent un peu ensemble pour mener l'enquête. Mais c'est vrai aussi de quasiment tous les personnages de l'ouvrage qui à un moment peuvent avoir un alibi pour avoir tué l'Arménien et peuvent avoir le ressort psychologique suffisant pour être de potentiels tueurs. Et ça, je le trouvais intéressant parce qu'évidemment ça amène le lecteur à lire le livre et à essayer de savoir vraiment qui c'est, donc ça l'égare et ça lui donne beaucoup plus d'intérêt au livre, mais aussi parce que je trouvais que ça apportait cet éclairage sur finalement ce qu'est l'être humain. L'être humain, il a toujours sa part d'ombre et de lumière, quoi. Et il a sa part d'ombre. Oui. Et cette part d'ombre, elle fait que potentiellement, peut-être, tout autant que nous sommes tous peut-être des assassins, et nous pourrions, à un certain moment donné de nos... Un degré de... à un certain degré d'implication Ouais. émotionnelle ou pour d'autres raisons, devenir des assassins. C'est ça aussi que montre un peu le livre, c'est cet aspect humain qui fait que oui, on a tous notre part d'ombre, et tous ces personnages ont une part d'ombre. Ça, c'est l'Arménien en étant le révélateur. Et puis aussi avec cette idée que, évidemment, le coiffeur et la psy ne voient pas le même Arménien. Et ça, c'est... Ils n'ont pas le même rapport. Ils n'ont pas le même rapport, Et oui. et ils ne voient pas le même. Et ils ne décrivent pas le même. Ouais. Et le lecteur parvient à faire sa propre idée de qui était ce personnage à travers deux effets de miroir, à travers deux regards croisés qui démontrent qu'on projette toujours un peu sur l'autre une part de soi. Ce que les bouddhistes appellent l'illusion de ce qu'on vit. On vit une illusion de l'autre parce qu'on projette sur lui une part de nous-mêmes, de la même façon qu'on vit une illusion des événements parce que les événements qu'on retient, la façon dont on les enregistre, c'est toujours le reflet de ce qu'on a en nous. Et ça, j'avais aussi envie que le livre, si possible, amène cet éclairage, même si ça reste bien sûr un livre un polar, C'est un polar, un divertissement, quelque chose qu'on doit lire vite, dont on doit tourner les pages, et puis qui a avant tout l'intérêt d'être un roman polar, thriller, d'ambiance, avec des personnages forts et truculents si possible. D'entrée, tu avais fait le choix qu'il n'y ait pas de héros. Tu savais que tu voulais ça? Oui, je ne voulais pas de héros, d'autant, c'est une trilogie, mais je ne voulais pas que ce soit une trilogie justement qui m'amène à répéter avec le même héros, inspecteur ou autre, donc je ne voulais pas rentrer dans cette logique-là. Okay. Ça c'est un choix. Ça marche très bien parce que des auteurs qui, une fois qu'ils ont créé leur enquêteur, le répliquent de livre en livre, et puis ça peut être très intéressant. Moi j'adore James Liebert avec son enquêteur, le personnage fort. Donc et ça se vend bien, puisqu'évidemment les gens aiment retrouver. Moi, je n'avais pas envie d'aller là-dessus. Je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour, mais je n'avais pas envie d'aller là-dessus. J'avais envie justement de créer 3 ambiances différentes, avec des protagonistes différents. La meilleure façon de le faire, c'était justement qu'il n'y ait pas de véritable héros dans le livre, et surtout pas l'inspecteur, mais pas non plus la victime, et pas non plus des narrateurs. Donc, c'est plus un livre d'ambiance avec des personnages forts, des personnages distincts, mais pas un héros dans lequel peut se projeter le lecteur. Ou en tout cas, on se projette dans chacun des héros. Chacun d'eux. On se fait en fait... Voilà, on se fait sa propre avis sur chacun d'eux, mais aucun n'est non plus un héros dans le sens où chacun d'eux a des failles, chacun d'eux a des côtés qu'on ne va pas aimer. Ouais. C'est pas un livre avec des personnages blancs et des personnages noirs. Voilà, c'est plus un livre où chacun est bien, il n'y a pas de jugement, mais chacun porte aussi sa part d'ombre, parce que ce ne sont que des hommes, et tous ces personnages ne sont que des hommes. Et des femmes. Et les femmes, parce dans qu'il y a le sens humain. Voilà, bien sûr. Bien évidemment. Oui. Quand tu as décidé d'écrire ce polar, tu savais que ce serait un polar? Tu savais que c'était par ça que tu voulais démarrer? Oui, je savais que c'est par ça que je voulais démarrer, pour plusieurs raisons. Ma première parution, moi j'ai écrit en poésie. En 2005, j'avais écrit en poésie, donc un travail plus ciselé, plus court, plus ciselé sur la langue. J'avais édité un recueil de poésie qui s'appelle Le Silence Perrin, qui avait eu un prix de poésie à l'Académie de Nantes. Donc bon, ça c'était un premier travail d'écriture.
Puis j'ai écrit pendant quelques années un roman que je ne publierai pas, Rester dans les cartons. qui restera dans les cartons, qui est plutôt un mauvais roman, qui était un roman d'idées, où j'essayais de faire passer ma vision du monde et puis ma vision de ce qu'est la spiritualité, entre autres. Et je me suis rendu compte que c'était très mauvais. Enfin, c'était très mauvais, c'était pas bon. Donc je me suis dit, ça, il ne faut pas que tu fasses ça non plus. Un livre et un roman n'est pas fait pour passer des idées. Par ailleurs, je sais que je ne suis pas un styliste dans le sens où je n'ai pas fait d'école littéraire et je ne suis pas André Gide, je ne suis pas quelqu'un qui va faire des phrases extraordinaires. Je m'améliore, mais ce n'est pas non plus. Donc à partir de là, je voulais accrocher aussi le lecteur par une intrigue et y mettre des personnages forts, d'où le fait que le meilleur moyen, c'était quand même d'aller vers le thriller. D'accord. Avec une intrigue aussi qui accroche le lecteur. C'est aussi pour ça que j'écris au jeu, même si j'ai depuis écrit un livre qui sortira au Will, mais où on est plus dans la véracité des personnages et de leur voix que dans la tentative stylistique de ciseler, où les gens vont lire le livre simplement parce qu'ils trouvent les phrases belles, tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'évite complètement. Je dirais même à la limite que dès que, dans les voix au jeu, je me rends compte que je me porte vers ça, je supprime les phrases. Ok. Je ne veux pas que le lecteur s'arrête en disant « Ah, ça c'est une belle phrase ». Ça, c'est une autre littérature, que j'aime aussi, que je lis, mais ce n'est pas celle que je... C'était pas l'objectif. C'était pas l'objectif de celle-ci. Ouais. Au contraire, celle-ci, il fallait vraiment la véracité de la langue des personnages, et puis surtout l'envie de se dire « Oh, ça a été écrit facilement, ça se tourne vite, ça se lit vite ». Voilà. Le travail de celui-ci, il était surtout fait là-dessus. J'ai un autre roman en préparation, en finition, Will, même si ça reste un polar, où là, oui, j'essaye de faire des phrases un peu plus littéraires, parfois un peu plus longues, avec un travail de rebond sur les virgules, tout ça. Pas du tout ici. Pas du tout ici. Qu'est-ce que tu retiens de cette première vraie expérience, puisque c'est le premier qui est sorti, véritablement, en tout cas le premier polar. Est-ce que tu retiens, toi, des anecdotes positives ou négatives? Parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est pas facile d'écrire un roman, un polar, c'est passionnant, mais pas évident. Est-ce qu'à un moment donné, par exemple, tu as pu te décourager, te dire non, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est compliqué, ou alors, waouh, c'est génial. Alors en fait, écrire, c'est vraiment un parcours de régularité où il faut, surtout en phase de création, il faut y être tous les jours. Moi, quand je suis en phase de création d'un premier jet, j'y suis tous les matins et je me dis c'est 2000 mots. Et puis ça va prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 1 heure jamais, plutôt 5 heures, 4 heures. Et puis j'arrête quand c'est fait. Et quand j'ai fini ça, là, il y a un vrai bonheur, une vraie satisfaction. Ouais. J'ai fait mon boulot. Ouais. Mais pendant toute la phase d'écriture, ça peut être une torture. Parce que ça peut être un quart d'heure, une demi-heure à être là. Où il se passe rien. Où rien ne sort. Ah ouais. Où rien ne sort. Donc je me lève, je vais lire un peu en marchant. Et puis j'y retourne, et puis une idée vient, puis voilà. Donc ça, c'est difficile. C'est pas le bonheur d'écriture. C'est parfois une vraie torture d'écriture pour arracher des idées. Je crache des mots, quoi. Arracher des mots. Ouais. Donc écrire, c'est pas facile. En tout cas pour moi. Il y a sans doute des écrivains qui diront complètement ton expérience à toi, c'est ça? Mon expérience à moi, c'est vraiment un labeur. Ouais. Et puis, quand on a fait ces 2000 mots, c'est une vraie satisfaction de se dire, voilà, j'ai fait mon travail, j'étais à ma place. Mais tout de suite, on se dit, ben, demain, il faut recommencer. Là. Demain, c'est 2000 mots. Quand on a fait ça pendant les 3 mois, là, après on relit, et là, on peut être soit dans le content, soit dans le vrai découragement en disant, c'est pas bon. Donc, oui, on est toujours un peu entre ce moment où on est assez content, puis le moment où on est découragé, puis assez content, puis assez découragé. C'est pas quelque chose de linéaire. Ouais. Puis c'est surtout plein d'incertitudes que j'ai toujours. C'est-à-dire, moi, me coller le mot d'écrivain, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Ouais.
dire que j'essaye d'être un auteur, pourquoi pas. Que Tu as écrit un polar en tout cas. Que j'ai écrit un polar et un premier polar, et que pour l'instant ça va, les lecteurs me disent qu'ils lisent le livre jusqu'au bout et que même s'ils le lisent plutôt vite. Voilà, ça je peux le dire, ça fait plaisir. Mais après, c'est surtout beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'envie de se dire, voilà, moi je suis une petite porte de départ, et puis celui-ci est fait, je vais essayer de l'accompagner au maximum pour qu'il vive sa vie, et puis que plus il y aura de gens qui le liront, plus je serai content. Plus il y a des gens qui me diront qu'ils ont aimé, plus je serai content. Plus j'écouterai aussi ceux qui m'ont dit, ben voilà, j'ai pas aimé, voilà pourquoi j'ai pas aimé, parce que c'est aussi pour moi des façons de progresser. Mais pour l'instant, j'en suis pas plus loin, quoi. Je suis vraiment surtout dans cette période d'incertitude. Je dis, bon, voilà, le travail est fait, je l'ai livré. Hein. Maintenant, ben, je l'accompagne, et puis je lui souhaite la plus belle vie possible, mais certainement pas autre chose, ni plus que ça. On parlait, juste avant de démarrer l'interview, effectivement de se lâcher prise, parce qu'il y a évidemment le travail d'écriture, et puis il y a l'après, il y a comment ça se passe, comment ça se distribue, il faut aller faire les dédicaces, etc., 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 et avec toute la partie que tu aimes, toi, agréable d'aller voir les gens, mais la partie aussi, d'être dans le... j'ai pas le matériel, le matériel de distribution. Le quotidien, quoi. Oui, alors ça, qui n'est pas évident, quoi, mais qui est indispensable au début, quoi. Indispensable. Il passe par des journées de dédicaces, il passe par une présence chez les libraires, déjà pour s'assurer qu'ils aient le livre en stock, il passe par la promotion, téléphoner aux journalistes, il passe par essayer de donner le plus de visibilité possible au livre. Et ça aussi, c'est des moments extraordinaires de rencontres, comme celles qu'on a eues, comme celles qu'on a là, mais comme celles qu'on a eues avant, comme celles qu'on a eues la première fois, avant même de parler du livre, en discutant de plein d'autres sujets. Complètement. Et puis, donc ça, c'est des moments extraordinaires. Ça, c'est des moments extraordinaires. Ça passe aussi par des moments plus difficiles où on va avoir un libraire qui n'a pas envie de le tenir en stock, qui n'a pas envie de le lire, et puis je le comprends aussi, parce que les libraires, ils ont 600 livres qui leur arrivent là à la rentrée de septembre, alors l'Arménien, Karl Pinault, voilà. Parmi tant d'autres. Oui. Donc je le comprends aussi, donc c'est ça passe par les deux, mais c'est un passage obligé, je le fais. C'est vrai que moi, ce que je préfère faire, c'est écrire, donc je serais content d'y retourner à partir de septembre. En même temps, je le fais parce qu'il faut lui donner une chance d'exister. Et puis aussi parce qu'il y a quand même des super moments. C'est-à-dire que quand je passe une journée dans un centre culturel, espace culturel Leclerc, je fais aussi de belles rencontres. Il y a aussi des gens qui passent et puis qui ne vous disent pas bonjour, qui ne répondent pas à mon bonjour. Ça arrive, mais c'est pas très grave. Par contre, parce que justement, on est quand même payé en retour de superbes rencontres, c'est-à-dire de gens qui vous écoutent et puis qui vous parlent aussi d'eux, et puis qui vous parlent de leur lecture, et puis qui vous donnent envie de lire d'autres livres, qui vous parlent de leur passion, et puis des personnages forts. Et ça enrichit aussi. Je pense que ça enrichit aussi mon imaginaire, c'est-à-dire qu'à un moment, tout ça ressort. C'est toutes ces rencontres qui sortent dans l'imaginaire. On peut pas, on invente, mais on n'invente pas tout. On imagine, mais on n'invente pas tout. Il y a un moment où des choses sortent, elles sont toujours accrochées à des détails, à deux mots échangés, à un profil, à quelqu'un que vous avez croisé, à un événement qu'on vous a raconté. Et c'est ça qui nourrit. C'est ça qui nourrit. Et quand on a fait 2, 3, 4 histoires, si entre-temps on n'a rien vécu, on serait sec. C'est aussi pour ça que je veux vivre tout ça, c'est aussi pour ça qu'on voyage, c'est parce que j'ai envie aussi d'écrire une histoire sur le Québec, j'ai envie d'écrire une histoire sur la Thaïlande où on vit maintenant, ça viendra en son temps, mais je ne pourrais pas le faire si à un moment je ne me suis pas confronté à la culture. J'ai pu le faire en création littéraire parce qu'on échangeait beaucoup avec les jeunes étudiants en création littéraire sur des textes, donc ça m'a donné des idées pour créer une histoire dans cette culture et dans cet environnement. Je peux commencer à le faire parce que vivant en Thaïlande, on rencontre des gens, avec parfois des gens atypiques, extraordinaires, qui ressortiront. Et évidemment, jamais personne ne pourra se retrouver. Évidemment, ce ne sera jamais une histoire complète qu'on m'aura racontée. Évidemment, j'éloigne suffisamment l'histoire et les personnages
pour que jamais personne ne puisse se dire... Tout ça va nourrir ton imaginaire. Mais tout ça va nourrir l'imaginaire. Ouais. C'est ça. C'est à ça que ça sert. Mmh. Tout à fait. C'est à ça que ça sert. Quand tu repenses à ce gamin qui voulait devenir écrivain, qui Ouais. se voyait finalement un jour avoir la chance d'écrire. Ouais, ouais. D'abord, je regarde ce gamin avec tendresse, d'autant plus qu'il m'a fallu du temps pour retrouver ce gamin. C'est-à-dire que retrouver ce gamin et ses rêves, c'est aussi du travail. C'est un travail de méditation, c'est un travail de développement, c'est un travail de recherche sur soi. Et si je n'avais pas fait ce travail, je n'aurais pas retrouvé. Parce qu'il était noyé sous le quotidien, sous la société, sous les rails que nous donne la société. Et donc retrouver ses rêves de gamin, c'est aussi un boulot. Donc je le regarde avec tendresse. Et j'espère que je le nourris encore et qu'il commence à se dire, comme je me dis, bon voilà, c'est bien parti. C'est bien parti. Parce que il n'y a rien de plus beau que de réaliser ses rêves d'enfant. Ouais. Quel que soit jusqu'où ça ira, en tout cas, c'est fait. C'est fait. Quoi. C'est au moins fait. C'est au moins fait. Si, peut-être qu'il y en aura un autre, Voilà. 2 autres, 3 autres, Voilà. peu Et importe. combien Mais ils auront, déjà. mais c'est fait. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et puis maintenant, j'ai 50 ans, donc je ne m'y efforce pas trop, mais je regarde un peu en arrière, puis je regarde un peu en avant, puis je me resitue au présent. Mais je me dis, voilà, je suis en train de réaliser le dernier parcours de mes rêves. J'ai déjà eu la chance de réaliser d'autres. J'avais aussi envie de fonder une famille, j'avais envie de voyager. Donc ça, c'est une partie qui est réalisée et que je savoure au jour le jour. L'autre partie de rêve, c'était d'écrire. Alors, si je réalise aussi, comme je commence à le faire, ce dernier rêve, au moment où, comme tout à chacun, on regarde derrière et on dit qu'est-ce que j'ai fait du temps qui m'a été donné là, je me dis oui, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Et j'espère en écrire d'autres. Oui, évidemment, c'est ce qu'on peut te souhaiter. Le plus longtemps possible, bien évidemment. Je suis hyper content d'avoir passé ce moment avec toi. Merci. Moi aussi. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Parce qu'au-delà, effectivement, on est déjà un petit peu dans les librairies, etc. Où est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Parce que si c'est quelque part, c'est... alors, souvent on entend les auteurs qui disent mais moi je ne fais pas un livre pour qu'il soit acheté. Ah oui. Parce que je l'ai fait, parce que je l'ai déjà fait pour moi et puis pour mes proches. Mais l'idée c'est que ce parcours-là, c'est aussi ça, c'est aussi chouette et qui se retrouve et qui se partage. Il y a toute cette aventure du livre. Moi je le dis franchement, là, qui est plus génial. ce livre sera lu, là, Plus je serai content. mais carrément. Je suis content de l'avoir fait, bien sûr, je suis content qu'il existe, mais plus il sera lu, là, un retour positif, mais aussi de temps en temps avec sa dose de critique. Il y a plein de blogueurs qui m'écrivent, là, globalement ils aiment le livre, mais ils font parce que c'est leur rôle, des critiques sur le livre et sur ce qui est perfectible. Et ça me sert, ça va me servir. Un cadeau. Mais bien sûr, ça va me servir pour surtout quand c'est bien argumenté. Ça, c'est hyper intéressant. Donc oui, moi, plus il sera lu, là, plus je serai heureux. Donc on peut le trouver normalement dans toutes les librairies, à ceci près que toutes les librairies ne le tiennent pas en stock, et je le comprends parce qu'ils ne peuvent pas stocker tous les livres qui sortent. Néanmoins, ils peuvent le commander. Et puis là, maintenant, il est à la FNAC, à Nantes par exemple, parce qu'il y a quand même suffisamment de demandes pour qu'ils le tiennent en stock. Il est dans les librairies nantaises, quasiment dans toutes les librairies nantaises. On a fait une très belle signature à la librairie Les Nuits Blanches au mois de décembre. Il y a une centaine de personnes qui sont venues, dont des gens que je n'avais pas vus depuis 20 ans, qui sont venus un peu pour moi aussi, avec des moments hyper émouvants. Rien que ça, là, c'est une récompense extraordinaire pour moi. Des gens, de revoir des gens que je n'avais pas vus, même depuis l'époque où j'ai moi aussi travaillé dans ce milieu d'une nantaise, ça c'est une vraie récompense. Donc on le trouve partout. Puis on peut le télécharger. Et on peut le télécharger. Voilà, c'est ça. En plus, on a fait vraiment pour lui donner le plus de visibilité possible. On l'a mis
2,50 €, je crois, c'est quelque chose comme ça, Ok. de façon à ce que les gens puissent le télécharger, que, en tout cas, Ce sera un joli cadeau. voilà, le frein ne soit surtout pas celui de la vente. l'accessibilité. Voilà, Ah ouais. c'est ça. Ouais. Donc, parce que c'est ça, c'est mon premier roman et j'ai envie de le partager, bien sûr. En tout cas, ouais, c'était un vrai bonheur de le lire. C'était un Merci. vrai bonheur de te rencontrer. Merci, Franck. Vraiment aussi. beau cadeau. Moi aussi. C'est la chance de l'écriture aussi, c'est que ça fait rencontrer plein de gens. Il y a plein de gens intéressants. Et merci. Donc vraiment merci à toi et voilà. Plein de belles choses. Plein de belles choses quoi. Pour toi aussi. Amène-nous voilà, cet imaginaire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.